En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le directeur de la Fondation Politique, Dominique Régnier. Avec lui, nous évoquerons cette terrible semaine d'émeutes et ses conséquences politiques. Les violences urbaines sont-elles la conséquence directe de l'immigration massive ? Faut-il redouter une forme de guerre civile ? Comment l'État peut-il reprendre le contrôle de la situation ? Quelles sont les conséquences politiques à long terme et à court terme ? La victoire de Marine Le Pen est-elle désormais inéluctable ? Tout de suite, les réponses de Dominique Régnier, en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Dominique Régnier, bonjour. Devecchio. Ravi de vous recevoir dans toute vérité. On essaie de tirer le bilan politique des émeutes, mais d'abord peut-être commençons par une question de fond. Il y a un sondage du Figaro qui est paru il y a quelques jours qui montre que les Français font clairement le lien entre immigration et violence urbaine. Le gouvernement ne semble pas être sur la même ligne. Gérald Darmanin a expliqué que l'explication justement identitaire n'était pas forcément la bonne, que parmi les émeutiers il y avait des Mathéo et des Kevin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous, qui avez travaillé notamment avec la Fondapol sur la question de l'immigration, vous faites ce lien ? C'est très curieux de pas établir un lien. Ça dépend après quelle est la nature du lien qu'on peut établir. Mais les émeutes ont lieu dans des quartiers qui sont caractérisés par une forte concentration de la population issue de l'immigration. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas français, issus de l'immigration. On a une certaine connaissance de notre histoire sociale nationale, et les émeutes urbaines ne sont pas un élément habituel. C'est une des conséquences de ce que moi j'appelle dans mon vocabulaire la recomposition ethnoculturelle du pays. C'est une des conséquences de la situation territoriale et urbaine liée à l'immigration. Le problème, il est que si on ne fait pas cette relation, on ne sait pas expliquer ce qui s'est passé. Il faudrait fournir d'autres explications, parce que lorsque l'on parle de la relégation territoriale, des conditions de quartiers dits défavorisés, je ne dis pas que ces quartiers ne sont pas en difficulté, je ne dis pas qu'il n'y a pas des formes de relégation sociale et même territoriale, mais je dis qu'on les trouve partout dans le pays, et c'est pas dans la périphérie des métropoles qu'on est le plus perdu. Bien sûr, il manque des choses, la vie est très dure, ça c'est une évidence. Mais il y a des territoires plus difficiles, je pense à la Creuse, c'est l'exemple qui me vient en tête, mais il y en aura d'autres. On sait que la France rurale souffre également beaucoup. Exactement. Et a moins de services publics sans doute beaucoup moins. On ne fait pas banlieues. 10 milliards d'investissements par an pour... je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ce que nous faisons, là, c'est très bien, mais ce n'est pas l'explication. Ensuite, quand on parle d'immigration, il faut bien voir que, bien sûr, on peut distinguer ceux qui sont en France immigrés, c'est-à-dire qui ne sont pas français et qui sont nés à l'étranger, donc au sens propre des immigrés. Dans ce qui s'est passé, le ministre de l'Intérieur nous dit qu'ils étaient 10%. Bon, c'est déjà 10% problématique. C'est tout de même extraordinairement étonnant que des personnes étrangères puissent en France se livrer à des pillages et à des attaques contre la police. Je suis frappé, Alexandre Devecchio, par le fait que quand vous dites 10%, les gens vous disent « Ah ben ça va, c'est pas beaucoup ». Mais de quoi s'agit-il ? Est-ce qu'il est normal qu'un État, une nation, voit en son sein une partie de la population présente non nationale s'en prendre violemment à des pompiers, à des policiers, à des élus, à des services publics, à des magasins, etc. C'est particulièrement inacceptable. Ça, c'est le premier point. Ensuite, bien sûr que dans notre pays, et compte tenu de notre culture nationale, on devient français aisément, et c'est très bien. Mais ensuite, il nous faut savoir, ceux qui sont donc aujourd'hui français, y compris des très jeunes, qui sont peut-être parfois de la 4e génération, que se passe-t-il pour qu'il y ait cette relation avec le reste du pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Et pour cela, au moins pour comprendre
il ne suffit pas de nous dire qu'ils sont français pour qu'on comprenne le processus. C'est une affaire de sciences sociales, ça. Ça m'étonne toujours, moi. Je ne sais pas quelle est leur trajectoire de nationalité, au fond. Il ne s'agit pas d'ethnie, là. Il s'agit de nationalité. Ils sont nés ici, ils ne sont pas nés ici. Ils sont nés dans quel pays? Ou bien s'ils sont nés ici, leurs parents, leurs grands-parents, on peut l'avoir sur 3 générations. C'est extrêmement éclairant. C'est comme cela que l'on sait s'il y a un processus d'intégration, précisément, c'est par la comparaison intergénérationnelle. L'INSEE, je cite l'INSEE, nous apprend que la tendance aujourd'hui des Français issus de l'immigration, c'est de porter davantage chez les femmes le foulard que leurs aînés. Donc c'est une désintégration. Il nous faut le savoir. J'ai tellement l'habitude, hélas, de me voir opposer, y compris dans des discussions qui devraient être toujours sereine, c'est certain, et toujours documenté, le soupçon d'avoir des pensées mauvaises, parce que vous pointez ces phénomènes-là, on en est très habitué en France, à toute une partie de l'observation qui est plombée par tout ça, empêchée, stigmatisée. Simplement décrire le réel et assimiler à l'extrême droite. C'est ce que vous voulez dire. Est-ce que là, il n'y a pas une forme de déni du gouvernement qui admettait un certain nombre de réalités? Je crois que le ministère de l'Intérieur avait lui-même admis que dans les prisons, il y avait, j'ai plus le pourcentage exact, je crois que c'est 20%, 25% d'étrangers qui faisaient le lien jusqu'ici. Et donc là, il y a une sorte de déni. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est par peur de l'embrasement? Est-ce que c'est une stratégie politique face à l'extrême droite? C'est une somme de peur, de découragement au plus haut niveau, d'évitement, qui ont été la règle antérieurement. Ça fait 40 ans, peut-être même un demi-siècle, que tout cela est vécu comme ça. C'est-à-dire, on verra bien plus tard, il faut que ça passe maintenant. Je ne vais pas me coltiner un tel problème tout de suite. C'est ça, j'ai peur de dire la réalité. Donc, soit je la mesure pas, soit je la mesure et je la publie pas, soit je la mesure de manière régulière, soit de manière exceptionnelle. C'est facile d'accès ou pas. Enfin, il y a toute une panoplie. Et chez nous en France, très franchement, j'entends souvent dire qu'il y a tous les chiffres qu'il faut. Non, je ne trouve pas du tout. Il est difficile de trouver les informations. Elles ne sont pas exposées. Il n'y a pas de tableau synthétique suffisamment clair pour les citoyens. Il n'y a pas que les chercheurs. On est à la fois capable de dire la réalité n'est pas celle-là. Parce qu'on n'a pas de chiffres, on ne peut pas répondre. Les Français vivent, ils ont des impressions. Leurs impressions, ils les documentent comment? C'est la vie quotidienne, c'est les discussions. Ils font comme ils peuvent, ils bricolent leurs statistiques. On leur dit c'est un sentiment, ça correspond à la réalité des chiffres, etc. Quand vous voyez ce qui s'est passé avec les émeutes, ils disent mais attendez, mais c'est pas un sentiment, mon ami. Là, on a bien vu quand même quelque chose de singulier. On dit on va pas publier quand même des chiffres parce que sinon nous trouverions une façon du coup de montrer que ce sentiment était fondé. C'est passé le 11 septembre 2001 exactement de la même manière sur l'islamisme terroriste. Ce sont les autorités les plus hautes, à l'époque Jacques Chirac, qui étaient obligées de constater qu'en effet il y avait un problème avec l'islam qui était l'islamisme, ce qui avait été jusqu'ici presque impossible à énoncer correctement. Après tout le monde le pensait un peu dans l'opinion, je dirais, et il a fallu admettre que cette opinion avait contre ces élites plutôt raison. C'est quand même fâcheux. On a la même chose ici, mais ça double d'une chose, c'est que non seulement on dit à une population qui devine des problèmes, ça n'est pas la réalité, alors qu'on pressent que c'est la réalité, mais en plus on accable la population d'avoir des idées qui ne sont pas documentées, puisqu'on ne fournit pas les moyens de se documenter. C'est quand même, je trouve, une situation extrêmement perverse, qui en demande beaucoup comme esprit civique à nos concitoyens, parce qu'il faut passer par-dessus les douleurs de l'expérience, par-dessus ce que l'on s'obstine à voir, pour arriver à se situer dans cette réalité. J'ajoute, Alexandre Devecchio, c'est important de le dire, que on nous fait savoir, je crois que c'est le ministère de l'Intérieur qui a informé de cela, qu'il y avait pendant ces émeutes environ 15 000 personnes vraiment engagées. Ça permet de dire, premièrement, que la plupart des immigrés ne sont pas engagés dans ce type de comportement. Et donc, c'est probablement là le signe qu'une bonne partie du processus d'intégration se fait. On ne sait pas exactement dans quelles conditions, puisqu'encore une fois, je trouve qu'on manque de données. Mais quand on nous dit cela, c'est pour nous dire quasiment qu'il n'y a plus de problème.
Mais si, parce que il faudrait savoir, donc, par ces études sur les trajectoires nationales, ce que sont quel est le profil de ces émeutiers qui sont dangereux. Et là, nous verrions peut-être que si tous les Français issus d'immigration ne sont pas dans un problème d'intégration, tous ceux qui sont dans un problème d'intégration, de ce type-là, je veux dire, avec de la violence au bout, sont peut-être issus d'immigration ou une grande partie, ce qui serait quand même une façon de mieux comprendre. Et puis j'ajouterais que s'ils sont 15 000, ça prouve que c'est possible de les circonscrire. Donc il faut le faire. Merci Dominique Régnier. On continue à parler de ces émeutes après une courte pause. On verra si c'est un phénomène conjoncturel ou si c'est quelque chose de structurel. Est-ce que ça peut conduire à finalement une forme de guerre civile comme certains responsables politiques le redoutent? On parle de tout ça après une courte pause en toutes les vérités avec Dominique Régnier. À tout de suite sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier. Nous parlons des émeutes, des conséquences politiques des émeutes, du lien entre émeutes et immigration. Nous l'avons fait avant la pause. J'aimerais vous interroger, Dominique Régnier, sur le spectre de la guerre civile. C'est ce que certains hommes politiques agitent, notamment Éric Zemmour. Est-ce que c'est un diagnostic qui vous paraît catastrophique ou est-ce que c'est quelque chose que les responsables, les décideurs doivent avoir en tête? Parce que pour ma part, j'exclus aujourd'hui, compte tenu de l'état des choses et de la réaction des pouvoirs publics, ce que j'exclus, c'est une cicatrisation propre de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que, bien sûr, ce type de phénomène violent s'épuise à une fin. À la fois les confrontations, le fait que tout un système économique est perturbé, notamment l'économie de la drogue. Donc il y a un moment donné où ça s'arrête, mais c'est pas parce que ça s'arrête que le problème a disparu. Hein, c'est une forme de pause en fait. Donc moi, ce que j'exclus, c'est que nous revenions à un état que d'ailleurs nous ne connaissons déjà plus depuis pas mal d'années, où il y a de manière rémanente dans ces quartiers de notre territoire une violence constante. Les agressions de pompiers en 10 ans ont augmenté de 213%. C'est là une illustration, par exemple, de cette espèce d'étrange détestation de services publics et de ceux qui se portent au secours des autres. Mais je vois aussi une impossibilité, enfin à moyen terme, à long terme, je ne sais pas bien, je ne crois pas à cette idée de guerre civile. Mais par contre, il y a des points intermédiaires. La répétition d'une telle crise urbaine donnera lieu, parce qu'on voit bien les évolutions au fil du temps, donnera lieu, cette fois-ci, à une plus grande présence des armes. Déjà, on les apercevait ici. Hein. C'était encore modéré. Enfin, les mortiers d'artifice, c'est quand même déjà de l'armement, hein, quand c'est utilisé comme ça. Mais là, on a vu effectivement des fusils à pompe, des kalachnikovs. Alors, elles n'ont pas servi contre les forces de l'ordre, c'était plutôt contre les caméras, etc. Oui. Mais ça démontre que qu'il y a des armes dans ces quartiers-là. Ils ont décidé de ne pas s'en servir, mais ça pourrait ne pas toujours être le cas. Absolument, absolument. Ils s'en servent d'ailleurs régulièrement entre eux-mêmes. On le sait, dans le cadre des trafics de drogue. Des trafics de drogue. Mais on a vu aussi le début, en tout cas pour moi ce sont des signes avant-coureurs, le début d'organisation d'autodéfense. Des commerçants qui ont essayé de défendre leur commerce en organisant une espèce de brigade avec un bâton, des mouvements ici ou là de ce type. Ça, c'est quand même, je trouve, un élément supplémentaire. Et c'est ce processus-là qui peut prendre une importance plus grande lors d'une prochaine crise, où il y aurait possiblement des confrontations directes et ou des confrontations armées. Donc ça n'est pas nécessairement exactement une guerre civile, mais c'est peut-être une crise majeure où il serait impossible d'intervenir sans être, je parle des forces de l'ordre, sans être armé et capable de tirer vraiment sur des émeutiers qui
serait dangereux parce qu'armé jusqu'aux dents. Dominique Régnier, à travers la Fondation pour l'innovation politique, vous avez étudié différents pays, différentes situations. Est-ce que ce type de phénomène est propre à la France en Europe? Alors, il y a eu des émeutes en Suède, Oui. il y en a eu en Grande-Bretagne, mais peut-être pas avec les mêmes répétitions qu'en France. Est-ce que notre pays vous paraît dans une situation plus grave que les autres pays européens, ou est-ce que c'est un phénomène global qui touche les démocraties occidentales? Alors, c'est une question difficile, Alexandre Devecchio, que vous me posez. J'y réponds modestement en soumettant ça au jugement des auditeurs, parce que il faut vérifier toutes ces choses-là. Mais mon sentiment, c'est que il y a 2 pays qui font exception en Europe par le caractère très dégradé de la relation d'une partie des membres de la communauté nationale, singulièrement issus de l'immigration, avec le tout. C'est la France et la Suède que vous avez citées. Et je fais une comparaison, j'établis une relation, et c'est là qu'il faudrait documenter davantage pour s'assurer qu'il y a une causalité. J'établis une relation avec le fait que ce sont également 2 des pays, la France certainement en tête, les plus généreux socialement, en particulier avec les personnes accueillies. Et c'est une générosité qui est inconditionnelle, qui est automatique. Et qui non seulement qui n'est pas mégotée, mais en plus qui n'est jamais reprise. Soumise au contrôle. Soumise au contrôle. Voilà. C'est tout à fait frappant, c'est massif. C'est pour ça d'ailleurs que m'irrite profondément le procès d'une France raciste, parce que je ne sais pas, pour un pays comme les États-Unis, si je sais que les États-Unis sont un pays raciste, ça je le sais. Je sais aussi qu'ils ont un État social absolument inexistant, mais la France, dont je ne crois pas que ce soit un pays raciste, a, pour prouver d'ailleurs, un État d'une grande générosité, notamment à l'égard des populations immigrées. Je vous donne rapidement 2 chiffres là-dessus, ou 3, mais INSEE, toujours INSEE, et le vocabulaire de l'INSEE. Les Français sans ascendance migratoire, 11% ont un logement social, 35% pour les Français immigrés. Bon, c'est quand même, c'est beau quand même, c'est une forme de générosité. 53% pour les immigrés qui viennent de l'Afrique subsaharienne, 50% pour les Algériens. C'est quand même des signes, on pourrait les multiplier, parce que nous le faisons. Nous accueillons des personnes qui sont des demandeurs d'asile. Alors bon, c'est un sujet en soi, mais il faut savoir quand même que ces personnes qui se comptent par centaines de milliers ont aussitôt droit à l'allocation pour la demande d'asile, qui correspond à 426 € par mois si on ne prend pas un logement. En général, il y a de la colocation, mais le logement est financé. Donc c'est 426 € par mois. Quand vous multipliez par 12, vous arrivez, pour des pays de départ, à des revenus qui sont vertigineux. 450 € par mois, en dollars, c'est le revenu annuel moyen afghan. On le donne en un mois, nous, et sans aucune, immédiatement. Et on a accès à la sécurité sociale, à tous les soins, sans avoir à payer quoi que ce soit. On peut dire que c'est très bien, mais c'est au moins le signe d'une très grande générosité. Et donc, je me demande s'il n'y a pas quand même une espèce de relation entre le fait que on accède à des droits inouïs quand on vient d'un pays très pauvre. On pourrait dire c'est merveilleux, mais il faut le dire à tous les humains qui en ont besoin. On ne pourra pas faire ça, évidemment. C'est ce que pensent les Danois, que c'est pas possible d'avoir un État social généreux pour l'humanité qui est dans le besoin. C'est comme ça, c'est une espèce d'évidence. Eh bien, cette sorte de bénéfice inconditionnel, par le fait d'être, au fond, les droits sociaux sont devenus des droits naturels, en quelque sorte, je crois, n'est pas un élément favorable pour une partie de la population à l'intégration. C'est contre-productif. Et ça exclut du coup l'explication sociale, alors qu'on a peut-être moins entendu après ces émeutes que les précédentes en 2005, mais je pense que ça va sans doute venir dans le débat. On commençait par là, sur des quartiers qui seraient défavorisés par rapport à... Oui, les quartiers populaires aussi, Alexandre Devecchio. Moi, j'entends ça maintenant. Les quartiers populaires sont les quartiers où il y a une population issue de l'immigration qui est très fortement concentrée. Mais les quartiers populaires, c'est pas que ça. Non. Et d'ailleurs, les quartiers populaires en France, il y en a plein. S'il y a des quartiers populaires, c'est qu'il y a des classes populaires. Et les classes populaires, elles votent Marine Le Pen ou elles s'abstiennent. Donc c'est un drôle de paradoxe qu'il faudrait quand même qu'on nous explique. On parle de quartier populaire, quartier défavorisé, mais c'est pas que c'est pas vrai.
Mais c'est que c'est partout comme ça. C'est partout comme ça. Il y a quelques métropoles ou quelques villes tranquilles, quelques métropoles prestigieuses et très riches. Le prix du mètre carré à Paris est hors de prix pour la plupart des gens. Mais enfin, en France, il y a bien des endroits où c'est. Moi, j'habite dans une commune où il y a 40% de logements sociaux et 140 nationalités. Bon, voilà, il y a plein de problèmes aussi. C'est pas vraiment quelque chose de si singulier que cela. Et donc, cette espèce je dirais, d'obtention inconditionnelle me paraît problématique. Et je l'étendrai d'ailleurs. C'est la même chose. Ça ne concerne pas que les personnes issues de l'immigration, vous allez le voir. C'est la même chose pour le bac. C'est typiquement ça, le bac. Si 90% des jeunes ont le bac, on les prive même de la joie d'avoir arraché il y a plus succès. La notion de mérite disparaît totalement. Affreux, il n'y avait pas de motivation. J'y suis pas arrivé, tu y arriveras l'an prochain. Il est arrivé mieux que moi ou je suis arrivé mieux que lui. Ben voilà, c'est une récompense. On est encouragé, on poursuit, on persévère. Là, c'est une espèce d'universalisation des bénéfices et des diplômes. Je pousse un peu, bien sûr. Je suis trop radical là-dessus. Mais c'est quand même une tendance. Et du coup, en tout cas, je dirais que c'est contradictoire avec ce que requiert l'intégration dans une communauté existante, préexistante. La communauté préexistante, elle doit ressentir que on est fier de la rejoindre, qu'on fait un effort pour l'intégrer. Et à ce moment-là, c'est même quelque chose dont la communauté accueillante va s'enorgueillir, d'être désirée au fond et de vouloir accueillir. L'assimilation est une histoire de désir mutuel. Absolument. Et de copier finalement un modèle. Encore faut-il que ceux qui proposent ce modèle en soient fiers. Dominique Régnier, pardonnez-moi, j'ai pris un peu la parole. On continue à discuter de tout cela après une courte pause. On verra quelles sont les conséquences politiques. Est-ce qu'il y a une dérive du camp mélenchonnier? C'est ce que Marine Le Pen est le principal vainqueur de cette situation politique et sociale. On en parle en toute vérité avec Dominique Régnier, toujours sur Sud Radio. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier. Nous faisons un peu le bilan de ces émeutes. Nous cherchons à en comprendre les causes profondes. Nous allons nous intéresser aussi aux conséquences et notamment aux conséquences politiques. Avant la pause, Dominique Régnier, vous essayez de comparer avec d'autres pays européens. Vous expliquiez que la France était peut-être dans une situation les plus graves d'Europe avec la Suède et vous incriminiez en quelque sorte notre système social qui paradoxalement est peut-être trop généreux et n'incite pas à l'intégration. Il y a un pays qui était pourtant et qui est toujours un pays social-démocrate plutôt généreux qui est le Danemark, qui a revu de fond en comble sa politique d'immigration mais aussi d'intégration, de sécurité. Je sais que c'est un modèle que vous avez étudié. Est-ce que vous pouvez nous donner les clés de ce qui semble être un succès au Danemark et nous dire si c'est transposable ou pas en France? Alors, le Danemark offre un modèle à l'Europe entière. C'est un pays qui, depuis un peu plus de 20 ans, avec la droite de gouvernement et la droite populiste, a mis au point un programme de sélection, des sévères sélections de l'entrée au Danemark. J'assimile à un système de fermeture. Donc on peut ouvrir, accueillir, mais c'est très contrôlé, conditionné. Et on peut venir au Danemark et ou y rester, éventuellement devenir danois, si on remplit des conditions qui sont très clairement précisées en termes de compétences linguistiques, de compétences professionnelles, et je dirais de compétences politiques, c'est-à-dire de respect, de compréhension des valeurs du pays d'accueil. Et c'est un élément essentiel parce que les Danois sont très attachés à un État social, un État-providence très généreux, et ils ont eu cette réflexion fondamentale que nous n'avons pas eue, nous encore, en France. Comment peut-on être socialement très généreux si on ne ferme pas les frontières? Si on ferme, ça veut dire si on ne régule pas les entrées. En gros, un modèle social ne peut pas être universel. Voilà. C'est ça que vous... Un modèle social universel, ce que la France a l'air de vouloir tenter, c'est une dépense publique et de solidarité qui est destinée à ceux qui sont candidats au fond. Et comme par définition, ils sont très nombreux, c'est évidemment impossible. Nous serions engloutis. Et donc les Danois ont une réflexion morale sur le sujet.
C'est ça qui est très intéressant dans le cas danois. Ils ont une réflexion morale, c'est pas une réflexion cynique. Cette politique a donné des fruits, c'est-à-dire que le Danemark, même si je résume, le Danemark a maîtrisé les flux, a amélioré l'intégration, la formation, c'est très contrôlé. L'intégration se fait sur les candidats à l'immigration par la prise en charge par l'État, les collectivités locales, une entreprise, il y a des mentors à chaque moment qui vérifient que la personne progresse, qu'elle est conforme et qu'elle remplit les engagements qu'elle devait remplir. Pour donner un exemple, en Allemagne, la formation à l'allemand, notre exemple, se fait aux frais du migrant candidat. Ce sont des éléments qui montrent bien qu'on veut que ensuite la personne se dise « je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai mis de mes ressources pour le faire ». Et puis, il y a une politique extrêmement travailler de gestion du respect des règles par les migrants, avec des sanctions qui sont très fortes. Lorsque les migrants commencent même par un petit délit, eh bien ils perdent des chances de rester au Danemark, et puis à un moment donné c'est fini, ils peuvent plus rester, hein. Donc c'est tout un système de ce type qui fait que le Danemark a réussi à maîtriser son rapport à l'immigration. Ils ont aussi besoin eux-mêmes d'immigrer, ils ont la même situation démographique que beaucoup d'Européens. Mais ce qui est frappant, c'est que la droite a mis en place ce système, elle l'a gouverné pendant une quinzaine d'années, et les sociodémocrates ont failli disparaître parce qu'ils s'étaient opposés à cette politique. Et autour de 2015, Mette Frederiksen, qui est l'actuel chef du gouvernement au Danemark, une social-démocrate qui vient de l'aile gauche du Parti social-démocrate, elle a compris, en fait, il y a eu un rapport interne au parti qui lui a expliqué que c'était fini, les populistes danois étaient en train de prendre le thème de l'État-providence. Et donc, elle a compris que soit elle basculait du côté d'un modèle de ce type, c'est-à-dire social mais régulateur aux frontières, soit elle disparaissait. Elle a fait le saut et elle a été élue et elle vient d'être réélue en 2022. C'est un des rares pays où la gauche est élue, réélue, le Danemark. Et encore une fois, parce que les réactions sont souvent pleines de malentendus, encore une fois, c'est un régime très sévère, très exigeant, qui n'est pas fermé et qui est fondé sur une réflexion politique et morale. Si nous croyons que notre système social généreux et juste, et nous le croyons, nous devons penser à sa durabilité. Ça, c'est le raisonnement moral complet, et pas simplement il faut être généreux. C'est absurde de dire que être généreux, c'est être moral. Ça dépend de ce que ça fait sur le reste de la vie et du monde. Donc là, il faut être généreux, oui, mais aux conditions de la soutenabilité. Les conditions de la soutenabilité de la générosité danoise, c'est la fermeture et le contrôle. C'est ainsi que le Danemark a décidé moralement et politiquement de façon cohérente, y compris chez les sociodémocrates, d'avoir une politique de fermeture et de contrôle, de sélection, pour préserver cette philosophie de leur pays. On va parler justement de cette mutation très intéressante de la gauche danoise, finalement. On verra que la France en est loin. Mais je voulais d'abord savoir si, à votre avis, c'est réellement transposable en France, ce modèle. Vous êtes plutôt favorable à l'Union européenne, Dominique Régnier. Le Danemark, au moment de Maastricht, a quand même négocié des conditions d'exception. Ils ne sont pas tout à fait dans les mêmes traités que nous, les Danois. Donc, quelle est notre marge de manœuvre réelle là-dessus? Alors, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de volonté politique. Le diagnostic moral que vous avez très bien décrit n'a pas été fait en France. Mais est-ce qu'il n'y a pas une forme d'impossibilité légale aujourd'hui? Non, en France, je ne crois pas. En France, d'abord, premièrement, vous avez raison, le Danemark s'est aménagé des marges que nous n'avons pas. Ça, c'est très juste. Ensuite, l'explication par l'Europe, à mon avis, est la ligne de fuite de la plupart des politiques en France. Il y a une forme de lâcheté supplémentaire, hein. C'est à cause de l'Europe, nous on voudrait bien mais on peut pas. Et comme on sait que vous voulez pas quitter l'Europe, vous les Français, on vous le dit, choisissez, on quitte l'Europe comme les Anglais, ou on fait comme ils nous disent et on peut pas grand chose. En fait, si vous regardez, moi j'ai eu à le faire pour le Figaro Magazine, qui nous avait demandé une comparaison complète de tous les systèmes de gestion de l'immigration. On en a fait une note à la Fondation en Europe, donc toutes les politiques européennes d'immigration. C'est à droit constant, si vous laissez de côté le Danemark, à droit constant, tous les pays font mieux que nous.
tous sont un peu plus sévères que nous, un peu plus exigeants, ont des principes, des règles. Alors certains sont peu concernés parce que il y a peu de mouvements vers en particulier l'Europe centrale et orientale, sinon qui viennent de l'Ukraine, ça se gère différemment ou je ne sais quoi. Mais et puis ils sont particulièrement durs quand même, en plus sur la question migratoire. Et oui, ils sont peu concernés, mais plus durs que nous. Alexandre Devecchio, ça fait partie du sujet, et les Danois ont compris cet aspect-là. Je veux dire par là que on sait très bien dans le monde aujourd'hui que les Hongrois ne sont pas accueillants. On le sait maintenant aussi des Danois. Si on veut y aller, on est déjà prévenu. C'est une vraie politique, ça, au Danemark. Et je pense aussi en Hongrie. C'est un message qui est envoyé. C'est un message. Ne venez pas vous épuiser pour rien. Ne faites pas un voyage inutile. Sachez que ça va être difficile et voici les conditions. On a intérêt, nous, à faire ça. C'est pas la peine de créer des flux qu'on ne sait pas gérer ensuite. Donc c'est un élément qui est à méditer. Une vraie partie de la solution. Et donc, nous pouvons appliquer toute une série de mesures. Je donne souvent cet exemple. Lorsqu'un mineur en France supposé est ici de manière irrégulière, si on veut montrer qu'il est majeur ou mineur, si on veut choisir, on fait une radio du poignet. Si on montre qu'il est majeur, eh bien à ce moment-là, son statut change. Mais en France, on a le droit de refuser la radio. Bon, en général, les mineurs qui la refusent. Les mineurs qui ne sont pas mineurs, d'ailleurs. Voilà. En Finlande, si vous refusez, vous êtes expulsé automatiquement. Vous êtes déclaré majeur. Et les conséquences qui s'en suivent. C'est pas compliqué, on peut le faire, c'est un droit constant. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Je vais prendre un autre exemple qui est assez massif, sur lequel on a aussi fait un travail. On a la France, c'est l'État français, un accord avec l'Algérie depuis 1968, 27 décembre 68, qui donne aux Algériens des facilités, quoi qu'ils en disent. D'ailleurs, ils y tiennent à cet accord, donc c'est bien qu'il y a des facilités pour s'installer en France. Ils ne sont pas obligés de parler français, ils ont plein d'éléments très favorables. Je sais pas le sujet, je développe pas. On pourrait dire quand même, et il y a à peu près aujourd'hui 900 000 Algériens en France, non français. La communauté d'origine algérienne est très importante. On pourrait dire, l'Europe nous empêche de faire quoi? Rien du tout. Il suffit que l'État français mobilise le courage qui est entre ses mains, que nous lui avons mis entre les mains. Parce que négocier ses propres traités. Oui. Je dénonce ce traité, on va recommencer à discuter. Et même d'un point de vue, je dirais, européen, ça serait pas mal parce que ça mettrait l'Algérie plus proche du modèle qui a cours dans Schengen. Et puis enfin, Alexandre Devecchio, il me semble que le modèle danois peut tout à fait faire l'objet d'une grande discussion européenne pour être le modèle européen. Merci Dominique Régnier. On continue la conversation. Les premiers sondages semblent indiquer que le RN profite de la situation. On a eu aussi un Jean-Luc Mélenchon très très vindicatif, expliquant que la police prenait le parti des émeutiers. On va se demander si ces émeutes ne vont pas accentuer la polarisation politique en France. On en parle après une courte pause avec Dominique Régnier en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio en toute vérité avec Dominique Régnier. Nous faisons le bilan de cette semaine terrible d'émeutes. On a tenté de comprendre quelles en étaient les causes, où se situait la France par rapport aux autres pays européens. On a vu notamment que tout n'était pas désespéré, qu'il y avait des modèles qui fonctionnaient comme le Danemark. On va essayer d'analyser les conséquences politiques immédiate ou à plus long terme. Tous les sondages, notamment le sondage fiducial Sud Radio l'indique. Marine Le Pen semble être pour le moment celle qui tire le plus profit de la crise, avec un taux de satisfaction de 41%. On note d'ailleurs qu'aucune personne dans la classe politique n'a un taux de satisfaction majoritaire, de 50% ou plus. Mais qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est le processus de normalisation du Rassemblement national qui s'achève, et finalement la réalité qui donne raison à un certain nombre de diagnostics du RN depuis longtemps? C'est comme si de guerre lasse, les Français se dirigeaient vers l'élection de Marine Le Pen. C'est pas dans l'enthousiasme, c'est après avoir demandé à la gauche, à la droite, de fournir des raisons de ne pas le faire. Et c'est ça, moi, qui me frappe. Je crois profondément que ça n'est pas le désir des Français, mais qu'ils sont prêts à s'y résoudre, faute d'avoir, après plusieurs tentatives, trouvé comment faire autrement.
notamment parce que cette question de l'immigration n'était pas correctement traitée, et objectivement, on ne peut pas dire que les choses aient été correctement menées sur ce sujet-là depuis, encore une fois, depuis 40 ans. C'est à chaque fois un peu plus compliqué. Ce qui m'étonne aussi, et c'est ce que vous disiez, Alexandre Devecchio, dans votre interrogation, ce qui m'étonne aussi, c'est que on est tous spontanément, je pense, d'accord pour dire que ça fait longtemps que le FN dit cela. Le père et la fille, FN et RN. C'est quand même incroyable, et ça boucle avec une partie de la discussion qu'on avait au début, sur l'impossibilité d'en parler dans des termes qui sont pas ceux d'un parti. Mais le résultat, il est terrible, parce que nous avons offert un monopole, on l'a suffisamment dit, mais ça n'a pas été suffisant. Nous avons offert un monopole à ce parti, la description d'une réalité que les Français éprouvaient en plus grand nombre chaque année. C'est comme si nous avions offert un monopole au RN, la correspondance avec la réalité. Moi, ça me frappe, ça. C'est comme si nous avions construit, à coup de lâcheté, de bons sentiments, d'évitement, nous avons construit une situation dans laquelle, spontanément, le parti qui est supposé avoir toujours dit ça, avant tout le monde, ça devient le parti contre lequel on faisait des barrages républicains il y a encore quelques années. Comme si nous avions offert la représentation, je parle ici volontairement de représentation, la représentation du réel, correcte, telle que les Français le reconnaissent, à ce parti-là. Mais si les Français disent « c'est bien le réel que j'ai vécu », et seul le FNRN parlait de ce réel que moi je vivais, les autres me disaient que je ne le vivais pas, alors légitimement, c'est un bon représentant, et logiquement, c'est lui qui prend le pouvoir. Et là, nous sommes d'une grande culpabilité, la classe politique, la classe médiatique, la classe intellectuelle, de ne pas avoir voulu très vite parler de tout cela et essayer de le documenter, de l'analyser sans que l'anathème soit jeté sur les uns et sur les autres. Encore en 2023, Alexandre Devecchio, moi je fais l'expérience dans mes débats de journalistes qui utilisent les mêmes réflexes que dans les années 80. Les années 80. Je pourrais dire, c'est pas pour employer des grandes formules, mais ça relève vraiment de la police de la pensée. Il y a des choses que vous ne pouvez pas dire ou pas dire comme ça, ou qu'il vous faut dire, dépêchez-vous de le dire, etc. Ça continue aujourd'hui. C'est la fin, hein, bien sûr, hein, mais ça continue aujourd'hui. Non, mais on commençait là-dessus, hein, sur les propos du ministre de l'Intérieur, qui est pourtant pas le plus à gauche dans le gouvernement, le moins sensible à ces questions-là, qui semblait vouloir rétropédaler et nier le lien qu'on peut faire, au moins en partie, entre immigration et ce type de phénomène. Donc, comment vous expliquez cette tétanie du pouvoir, alors que les Français, les élites ont des réflexes, vous l'avez dit, mais très majoritairement, les sondages l'indiquent, qu'il y a un consensus sur ces questions-là pour les Français, et quelle que soit leur obédience politique, d'ailleurs, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême droite, du centre. Et désormais, quel que soit leur lieu de vie. Puisque ces questions qui ont été longtemps une sorte de monopole de la France de l'Est et des grandes métropoles est devenue maintenant une question partout présente, et pas simplement en métropole. Si on prend le cas de Mayotte, dont je trouve on fait peu de cas, justement. Le cas de Mayotte est spectaculaire, et les Mahorais nous demandent secours, nous demandent des mesures draconiennes pour contrôler pour expulser. Voilà, et c'est une espèce d'apologue. Mayotte, pour moi, c'est l'apologue de ce que nous vivons, et on n'entend même pas. Au fond, c'est comme si on était prêt à considérer, je l'ai même entendu ça, que c'était pas une bonne idée de garder Mayotte, parce que décidément c'était très compliqué. Si les mauvaises relations entre personnes issues de l'immigration et personnes présentes ici sans ascendance migratoire, si les mauvaises relations entre ces deux catégories conduisent à penser qu'il faut lâcher les lieux où ça se passe mal, c'est une drôle d'évolution quand même. On peut bien dire que là,
on va se trouver dépossédé de tout argument. Vers la partition aussi, comme le disait François Hollande. On a parlé effectivement des conséquences politiques du RN qui semble être approuvé par les Français sans enthousiasme, mais approuvé parce qu'il a fait le bon diagnostic depuis quelques années sur ces questions-là. On a moins parlé de la gauche en France. On a vu que dans d'autres pays, le Danemark, la gauche pouvait se réformer en profondeur. On a l'impression qu'en France, c'est presque le contraire. La gauche réaliste a perdu et on a une gauche de plus en plus radicale. On l'a vu là avec un Jean-Luc Mélenchon qui a stigmatisé la police, soutenu les émeutiers, quasiment appelé à la violence. Clairement, avec la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, on a vu une gauche qu'on ne connaissait pas en France, qui a d'ailleurs empêché l'unanimisme de l'hommage aux forces de l'ordre, qui a empêché ce qu'on éprouve collectivement dans un moment pareil, tous, autant que nous sommes dans ce pays. Ça ne s'était jamais produit, sinon sur des marges qui n'ont pas d'intérêt et qu'on ne signalait pas. C'est quand même le deuxième groupe parlementaire d'opposition, la France insoumise. Donc c'est pas rien. Le Parti communiste ne s'est jamais comporté comme ça, pour préciser ce point. C'est un élément impressionnant de voir que cette gauche, qui était républicaine jadis, a même pris fait et cause contre la police. Donc c'est une gauche qui va disparaître et muter. Elle est perdue, c'est la fin. Elle va muter. Il y aura quelques éléments de division qui iront ailleurs. Et l'autre partie va muter dans cette relation intime avec certains groupes, précisément vivant dans ces quartiers. C'est ce qu'on a appelé, on s'en est beaucoup moqué, l'islamo-gauchisme. Mais franchement, on peut chercher un autre terme. Mais la réalité, elle existe. Ça se voit d'ailleurs dans les positions. Vous expliquez, elle va disparaître, mais est-ce qu'elle était presque au second tour de la présidentielle? Il y a un pari aussi, peut-être de Jean-Luc Mélenchon, qui est démographique, qui est clientéliste. Oui, bien sûr, mais ça ne se produira pas pour 2027 en tout cas. Mais là où le mal est profond, et je voudrais ajouter, c'est que ça ne tient pas qu'à la France insoumise en réalité, parce que Europe Écologie Les Verts, là aussi, a été très engagé dans le discours anti-flic, très engagé aussi dans cette espèce de compréhension très étrange avec l'islamisme, et d'autant plus étrange que sur d'autres sujets, on peut dire que la polarisation est parfaite, sur l'égalité homme-femme, sur la liberté d'opinion, enfin, il y a plein de sujets sur lesquels c'est frontalement une opposition totale. Donc c'est la recherche, en effet, de clientèle, on le voit bien dans les municipalités, c'est la recherche d'appui pour les élections. On passe des accords, même parfois des accords avec des réseaux qui sont plutôt dans la... Est-ce qu'il y a une complaisance, vous l'avez dit, dans le débat public, il y a certaines questions qui sont difficiles à soulever, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de complaisance vis-à-vis de ce qu'on pourrait qualifier tout simplement d'extrême gauche, alors qu'on continue à pourchasser Marine Le Pen comme si elle était d'extrême droite? C'est-à-dire qu'on a un parti, malgré tout, qui vient de l'extrême droite, mais qui se recentre petit à petit. Et en face, on a une gauche qui est de plus en plus extrême, et on dénonce toujours, en quelque sorte, des fantômes qui n'existent plus, sans voir peut-être ce qui est de plus dangereux aujourd'hui pour la démocratie. C'est une asymétrie très ancienne maintenant. Je pense qu'elle a commencé en 1945. On peut le comprendre. Mais c'est une asymétrie qui est devenue pesante, qui est devenue insupportable et qui est devenue coupable parce que elle a à chaque fois permis de dégrader la gravité du mal que faisait l'extrême gauche et la gauche mélenchoniste à la République et au pays, au motif qu'il y avait de toute façon chez ces gens-là inévitablement de bonnes intentions, tandis que la partie située sur l'extrême droite était mal intentionnée. Ils ne se sont pas posé beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles il y avait de plus en plus d'électeurs à l'extrême droite et de moins en moins à gauche en tout cas, et aussi à l'extrême gauche, puisqu'on connaît les parcours électoraux. Et par exemple, pour donner un exemple précis, lors des législatives de 2022, lorsqu'au second tour, il n'y avait pas la France insoumise, mais le RN face à un macroniste, France insoumise
Insoumise a largement voté pour le RN sans difficulté. Et là, il y a une vraie porosité. Ils n'ont pas tous voté pour, bien sûr, mais il y a de très bons transferts supérieurs aux transferts dans l'autre sens. Donc il y a une vraie porosité, ça on le sait bien. Et il y a aussi un problème qui est que dans notre pays, c'est pas propre à la France, mais c'est très marqué chez nous, la classe intellectuelle, universitaire, journalistique, et même politique finalement, est très biaisé. Le paradigme de gauche est dominant. C'est très net à l'université, en sciences sociales, ce serait une blague de le contester. C'est très net, moi je trouve quand même, dans l'offre médiatique, mais c'est aussi très net dans la politique. C'est aussi pour ça que la droite a perdu son crédit, parce qu'on a toujours trouvé qu'elle était quand même, pour une droite, très à gauche. On avait le sentiment que au pouvoir, ils n'osaient pas, au fond, faire ce qu'ils avaient proclamé avec virulence dans les campagnes. Alors une fois, deux fois, trois fois, mais maintenant, à mon avis, la messe est dite, et la droite, je pense, aura beaucoup d'efforts à faire. C'est la fin du clivage droite-gauche. Vous pensez qu'il ne peut pas se reconstituer? Non, ça je crois pas. En tout cas, c'est pas la fin des clivages, ça c'est pas possible. Bon, il y aura des clivages, mais il peut y avoir de nouveaux clivages. Le clivage mondialiste, progressiste, comme l'a dit Emmanuel Macron lui-même. Il peut y avoir plusieurs clivages. Alors, le clivage mondialiste, antimondialiste est un clivage que je ne recommanderais pas. En tout cas, je ne recommanderais pas d'investir dans la partie mondialiste. Électoralement, ça me paraît difficile. Mais il peut y avoir, ce clivage va compter. Il va y avoir un clivage de plus en plus religieux, laïque. Ça, je crois que et dont les parcours seront, je dirais, les fondements seront étudiés de près. Merci Dominique Régnier, c'était passionnant. On est ravis et on vous accueille de nouveau dans toute vérité quand vous voulez pour la saison prochaine, puisque c'était la dernière de la saison. Merci, je vous laisse avec les informations. Bon dimanche. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio.